Pour ce deuxième numéro de l'Élysée sinon rien, Blast est allé à la rencontre de Damien Abad, le président du groupe Les Républicains, à l'Assemblée nationale. C'est une pièce essentielle dans le dispositif de Valérie Pécresse. Les 102 députés du groupe, dont 8 apparentés, constituent autant de relais de la candidate dans les territoires. Au moment où les sondages envisagent qu'elle puisse être au second tour, il est opportun de questionner la solidité de cette candidature. Une partie des électeurs potentiels de Valérie Pécresse se montre encore hésitants. Certains pourraient en définitive se tourner vers Emmanuel Macron, d'autres lorgnent vers Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Le rassemblement reste à construire. Damien Abad nous expose les grandes lignes de la stratégie des Républicains. Bonjour Damien Abad. Bonjour Sacha Weber. Vous devez être content, Valérie Pécresse a été donnée à égalité avec Marine Le Pen dans un récent sondage, et donc elle est, selon cette enquête, en situation de pouvoir être au deuxième tour. Quand on voit d'où l'on vient, on ne peut qu'être content, même si ça ne suffit pas et qu'on doit aller encore plus loin. Enfin, le fait que Valérie Pécresse soit en capacité de gagner cette élection présidentielle, en tout cas de se qualifier au second tour, c'est déjà un mini-exploit quand on sait la difficulté qu'on a eue à droite pour rassembler notre famille politique, pour créer un chemin politique commun et pour ensuite être dans le match. Aujourd'hui, on est dans le match. On n'est pas sûr de gagner, mais on est dans le match. Et on sait une seule chose, c'est que la seule qui peut battre Emmanuel Macron au second tour, c'est Valérie Pécresse. À nous, désormais, de porter cela, de porter un projet politique pour la France, et ensuite, c'est bien de se qualifier au second tour, parce qu'ensuite, si on se qualifie au second tour, je pense que tout est ouvert, que tout est possible, et que toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron sauront se rassembler sur une candidature autour de Valérie Pécresse. Alors, l'adversaire principal, en ce moment, c'est Marine Le Pen, donc. Oui, mais enfin, vous savez, nous, on doit tracer notre chemin, on doit porter notre projet politique, défendre des convictions, montrer la valeur ajoutée que nous avons dans notre équipe de France autour de Valérie Pécresse. Ensuite, bien sûr, il y a Madame Le Pen, c'est un match un peu à trois aussi, avec Éric Zemmour éventuellement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer que seule la droite républicaine est en capacité de battre Emmanuel Macron et que seule la droite républicaine est un parti de gouvernement qui peut être en responsabilité aujourd'hui et réconcilier les Français, pendant que d'autres préfèrent les attiser ou préfèrent tout simplement les radicaliser. Donc oui, Madame Le Pen est une adversaire politique, Monsieur Zemmour également, mais ce que je note, c'est qu'il y a une primaire sauvage à la droite de la droite et que nous, ce qu'on veut, c'est tracer notre chemin qui est celui qui doit être celui de la victoire. Vous dites la droite de la droite, vous ne dites pas l'extrême droite. Oh, moi, je peux dire l'extrême droite, j'ai aucune difficulté avec ça. Vous le savez, j'ai toujours été très clair sur ces convictions-là. J'ai combattu Éric Zemmour sur la question du handicap quand il a dit des atrocités absolues. Et j'ai combattu en permanence Madame Le Pen et toutes celles et tous ceux du Rassemblement national qui étaient face à moi dans les différentes élections dans un département où le Rassemblement national fait beaucoup de voix. Donc oui, je l'assume totalement. Nous n'avons rien en commun avec des gens qui ne partagent pas notre vision de la société française, notre vision de la France et de la République. Et la droite républicaine, elle gagne quand elle est elle-même, et elle n'a pas besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus bleue. Alors, je faisais référence à une enquête, donc c'est l'enquête Ipsos Sopra Steria, qui est donc parue la semaine dernière, et cette enquête a ceci d'original qu'elle a sondé les hésitants, c'est-à-dire parmi les électeurs potentiels de Valérie Pécresse, elle a noté qu'il y avait environ 50% d'électeurs qui pouvaient peut-être changer d'avis au dernier moment et que la moitié de ces électeurs pourraient éventuellement voter Macron à la place de Valérie Pécresse. Donc, c'est un socle un peu fragile. Et ça montre quoi ? Ça montre qu'il y a une incertitude très forte dans cette élection. Ça montre que tout est ouvert, que la cristallisation va être très tardive et ça montre surtout que ça va se jouer dans les derniers moments. Mais pour pouvoir faire ce sprint, il faut déjà engager le marathon pour ne pas être essoufflé dans la dernière ligne droite. Et c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle est en train de construire un socle. Un socle autour de 16, 17, 18%, ça dépend des sondages. Elle ne baisse pas. Et ce socle politique-là, il est important. Alors bien sûr, ensuite, il y a des hésitations. Mais je peux aussi le regarder dans l'autre sens. Le fait qu'il y ait 40 ou 50% des électeurs qui voudraient voter Valérie Pécresse et dont le deuxième choix serait Emmanuel Macron montre quoi ? Montre aussi la capacité à Valérie Pécresse à s'adresser aux déçus du macronisme, à capter une partie des électeurs qui auraient voté Emmanuel Macron au premier tour ou au deuxième tour il y a 5 ans, et aussi d'anciens électeurs fillonistes convaincus pendant le quinquennat, à revenir chez nous. Et donc, je pense que c'est sa grande force d'attraction, cette capacité à attirer un certain nombre de déçus du macronisme
pour venir sur une candidature nouvelle, moderne, crédible, et pour porter pour la première fois dans l'histoire de la Ve République une femme à la tête de la présidence de la République. Alors, c'est quoi l'identité, la spécificité de Valérie Pécresse? Certains de vos amis disent c'est une façon de faire, c'est une façon d'agir, elle n'est pas dans le verbe, elle n'est pas dans le discours, c'est une femme d'action. Mais le problème, c'est que dans une campagne électorale, on n'est pas dans l'action, on est dans le verbe par définition. Il s'agit de convaincre. Est-ce que c'est pas un handicap? Non, je crois que c'est deux choses. C'est effectivement la dame de fer. C'est-à-dire que soit volonté, de faire FAIRE, c'est de volonté d'agir, d'avoir des résultats concrets. C'est ce qui a été fait dans sa région Île-de-France sur beaucoup de sujets. Tout le monde loue sa présidence en Île-de-France. Mais je crois aussi que c'est sa modernité politique. Je pense qu'elle peut construire cette élection présidentielle en montrant tout simplement que c'est la plus moderne de tous les candidats. La modernité politique sur sa vision de l'éducation, la modernité politique sur sa vision de l'environnement pour une femme de droite, ce qui n'est pas forcément commun, la modernité politique par rapport aux questions de jeunesse, qui est parfois un électorat qui est abandonné par notre famille politique. Donc, elle a cette modernité politique-là que peu ont à droite et qu'elle peut porter sur sa vision de la famille, sur tous ces sujets-là, sur la droite sociale, sur des solidarités. C'est quelqu'un qui est connecté avec les Français, qui vit au réel, le quotidien des Français, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle est présidente de région, parce que voilà, elle prend un certain nombre de transports. Donc, elle a cette connexion avec les Français, cette modernité politique. Et moi, je pense qu'elle doit construire son identité politique à travers cette modernité à droite et montrer que c'est le nouveau visage, c'est une nouvelle ligne politique, une nouvelle incarnation qui peut nous permettre effectivement de convaincre aussi des électeurs nouveaux. Ah, il manque toujours quand même la réforme emblématique qu'elle pourrait porter, qui la situerait, qui la distinguerait d'Emmanuel Macron, qui la distinguerait aussi de Marine Le Pen. Souvent, dans une campagne, c'est une réforme, une promesse qui fait quand même la force du candidat et la dynamique du candidat. Mais ça va venir avec la campagne présidentielle. Mais faut-il que tout le monde se déclare candidat pour rentrer dans les propositions. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une proposition, on nous la pique dans le gouvernement, chez Macron, qui sont les meilleurs copieurs de la République, ou les meilleurs suiveurs. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que pour moi, il y a un thème sur lequel elle peut être identifiée de manière très forte et se différencier des autres, c'est le choc du pouvoir d'achat. Vous avez d'un côté Madame Le Pen et M. Zemmour qui vont mettre l'accent sur l'immigration, sur les questions de sécurité qui sont bien sûr très importantes. Et M. Macron qui va vouloir mettre en avant ses réformes, son bilan, etc. Je pense que nous, on peut incarner deux choses. Le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire valoriser le travail, valoriser le salaire, valoriser tout simplement l'ascenseur social et l'égalité des chances, qui est une valeur de droite, notamment la question de l'égalité des chances, qui est centrale. Et je pense que Valérie Pécresse peut être la présidente de l'égalité des chances et de l'ascenseur social retrouvé. Et puis, on a aussi cette réponse à la fracture territoriale. Cette France des territoires qui s'est sentie délaissée, abandonnée, déconsidérée. Cette France en partie aussi des gilets jaunes au moment des augmentations des taxes sur les carburants. Donc, c'est là où on a, et du prix à la pompe, c'est là où on a, je pense, un espace politique, un chemin à construire et une vraie valeur ajoutée par rapport à un Emmanuel Macron qui est démonétisé sur ces sujets parce qu'il a échoué, et par rapport à une Madame Le Pen et un M. Zemmour qui ne sont pas sur ces thématiques-là, qui ne sont pas pour eux, en tout cas, des thématiques prioritaires. Alors, c'est le retour au gaullisme des origines, une droite populaire, sociale, enracinée chez les employés, les artisans, les commerçants, c'est ça? Oui, moi je crois à une droite du gaullisme social. Je pense que la droite, elle doit être intransigeante avec les formes, elle doit accompagner les faibles dans la société. Et vous savez, on peut être de droite et porter des politiques de solidarité. On peut être de droite et créer des chemins pour l'insertion, pour la reprise du travail, pour les jeunes, pour l'insertion dans la société française de tous, on peut être de droite et lutter contre la pauvreté ou l'exclusion. Et nous, on ne croit pas à l'idée de la théorie du ruissellement, où on aurait uniquement des premiers de cordée qui ensuite irrigueraient tout le reste. Nous, on croit au contraire que ce sont les classes moyennes, les classes populaires, ceux qui font la France, ceux qui ont tenu la France debout pendant cette crise des Gilets jaunes. Ce sont les caissières, ce sont les livreurs, ce sont toutes celles et tous ceux qui au quotidien ont tenu, c'est les infirmiers, les aides-soignants, ont tenu cette France debout. Et c'est celle-là à qui on doit s'adresser, cette droite sociale, populaire, territoriale, effectivement. Moi, je suis convaincu que c'est cette ligne politique-là qui peut nous faire gagner.
Et c'est cette ligne politique-là que les Français, surtout, attendent. Ils attendent des réponses concrètes sur leur vie quotidienne, sur la santé, sur les services publics de proximité, sur la politique du handicap, sur la dépendance, la réforme de l'autonomie. Sur ces sujets-là, on a des choses à dire. Et la droite, elle ne peut pas se résumer uniquement aux questions d'autorité, de sécurité. Elles sont extrêmement importantes parce que c'est la sécurité, c'est le vouloir vivre ensemble, c'est éviter effectivement, je dirais, des moments de tension. Mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, avec Valérie Pécresse, la droite, elle élargit son panel. Alors, Damien Abad, on ne va pas se mentir, Valérie Pécresse ne peut pas être au deuxième tour si Zemmour ne se présente pas et prend la moitié de l'électorat de Marine Le Pen. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que vous allez est-ce que les maires LR vont accorder des parrainages à Éric Zemmour? Ma réponse, elle est simple, non. Pour une raison très simple, c'est que les maires LR doivent soutenir la candidate LR Valérie Pécresse. C'est un engagement d'abord important de crédibilité. Moi, je suis député Les Républicains. Les députés républicains, ils ont envie que ce soit notre candidate qui gagne. Et les combinations, comme on dit, à trois bandes, on sait ce que ça donne. Et en général, ça se retourne contre celui qui les organise. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que moi, je suis certain d'une chose, c'est que M. Zemmour, il aura ses signatures. D'ailleurs, il vient d'expliquer qu'il était à plus de 400, a priori. Donc, il les aura. Donc, il n'a pas besoin de vous? Non, il n'a pas besoin de nous. Il y a une espèce de stratégie de victimisation classique qui se fait en général toujours avant l'élection. Il aura ses signatures. Et c'est tant mieux. Parce que pour la démocratie, moi, je souhaite qu'il ait ses signatures. Mais pas les vôtres. Mais après, il y a des maires. Les maires sont libres. Mais les maires LR doivent soutenir la candidate des Républicains. Après, vous avez plein de maires qui ne sont pas encartés. Ce que je veux dire aussi, simplement, c'est que moi, je regrette quand même cette réforme Hollande, de la publication des parrainages. Parce que c'est un handicap pour la démocratie. Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de maires, on sait, qui sont en position d'attente et qui ne veulent pas parrainer. C'est vrai pour M. Zemmour, mais c'est vrai aussi pour M. Mélenchon, c'est vrai aussi pour Mme Le Pen, c'est vrai pour tous les candidats. Et ça, c'est un sujet politique et démocratique. Moi, ce que je souhaite, c'est que quand je considère que quand on a un poids électoral, et c'est le cas dans les sondages pour M. Zemmour comme pour d'autres, eh bien, en démocratie, on doit pouvoir se présenter. Et il le fera, mais il n'a pas besoin de nous pour ça. Il y a quand même des gens de chez vous qui sont partis chez M. Zemmour. Il y a Guillaume Pelletier. Un seul. Oui, mais on parle d'un second quand même qui n'est pas anodin, Gilles Platré, qui est porte-parole de LR. La rumeur court, y compris dans vos rangs, qu'il serait susceptible de rejoindre Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas dans la tête de Gilles Platré. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse rester dans notre famille politique. C'est un très bon maire. C'est quelqu'un qui est engagé, qui a des convictions. Oui, c'est le maire de Chalon. Voilà, de Chalon. C'est quelqu'un aussi qui a eu des fonctions importantes, notamment quand Laurent Wauquiez était président de notre mouvement. Qui a un parler vrai. Oui, il a quand même parlé d'épuration ethnique dans les quartiers. Vous avez vu que sur ces propos-là en particulier, je suis un de ceux qui les avait critiqués. Mais j'ai du respect pour Gilles, qui est un garçon de talent, qui est un très bon maire et qui, je pense, a un avenir dans notre famille politique. Voilà. Après, moi, je ne suis pas dans sa tête. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'hémorragie. La réalité, c'est que j'ai aucun député Les Républicains qui n'a envie de partir dans une aventure pour un polémiste dont tout le monde s'accorde à dire qu'il ne fait pas président de la République. Et que la volonté aujourd'hui des députés Les Républicains, elle est simple, c'est de porter notre candidate pour gagner avec elle. Et que tout le monde sait que de toute façon, M. Zemmour, si jamais il accède au second tour de l'élection présidentielle, il ne sera pas battu, il sera balayé. Pire que Mme Le Pen, il sera balayé. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'on veut se faire plaisir ou est-ce qu'on veut gagner cette élection présidentielle? Tous les élus républicains, tous les députés qui veulent gagner cette élection présidentielle, ils ont un seul choix et un seul bulletin et un seul parrainage, c'est celui de Valérie Pécresse. Alors justement, les députés du groupe, parmi les députés du groupe, certains m'ont dit... on a l'impression, on a le sentiment que le vote Zemmour est sous-estimé. C'est votre avis? On a vu ce débat-là déjà avec Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours, souvent, une sous-estimation du vote extrême. C'était vrai pour Mme Le Pen. Ça peut peut-être être vrai demain pour Zemmour. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Moi, je pense qu'il y a parfois l'idée de dire on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il est en meeting. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du monde dans les salles. Enfin, nous, on a vu parfois qu'on pouvait avoir du monde dans les salles et des urnes vides. La différence entre le vote, l'intention d'aller voter pour quelqu'un et l'intérêt médiatique ou politique ou en meeting qu'il peut susciter, il y a un écart. J'entends effectivement des gens qui me disent parfois, voilà, je vais écouter, ce qu'il dit, c'est pas toujours faux, il dit des choses vraies que d'autres n'osent pas dire, ce sont des discours qu'on entend, pas simplement chez les élus, mais dans nos militants ou dans notre électorat en tant que tel.
Mais après, ces mêmes-là disent oui, mais il ne fait pas président, il ne peut pas gagner, il n'a pas la capacité de construire une équipe autour de lui. Et donc, il y a une espèce de vote utile ou de raison qui se construit à partir de ça. Donc, on verra bien. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Moi, je pense une chose, c'est que le match, il va peut-être se jouer plus avec Marine Le Pen dans la qualification au second tour. On verra bien. Mais je pense qu'on va être au second tour. Les électeurs qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, ils savent qu'un bulletin Zemmour, un bulletin Le Pen, c'est la reconduction d'Emmanuel Macron pour 5 ans à l'Élysée. Oui, mais alors, si Valérie Pécresse est au deuxième tour, il va falloir vous tourner vers la gauche aussi pour avoir un réservoir électoral, parce que c'est pas Marine Le Pen qui va vous le donner, c'est pas Zemmour qui va vous le donner, donc il va falloir s'ouvrir à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs de gauche qui, par définition, ont envie de se débarrasser d'Emmanuel Macron ? Oui, il faut le faire et sans se renier. Et simplement en étant nous-mêmes, mais ce qu'on va leur dire, c'est très simple. Ce sont 2 choses. C'est d'abord de dire que nous, on ne fera pas une politique de la brutalité sociale et de la fracture permanente. Valérie Pécresse ne sera pas la présidente des fractures et des factures, contrairement à Emmanuel Macron, et que nous voulons des solidarités réelles, actives en place. Dernière en date, la sortie du président de la République sur les universités payantes. Je pense que ça, c'est un chiffon rouge majeur. Valérie Pécresse s'est clairement démarquée de ça, en disant qu'elle ne voulait pas prendre ce chemin-là. Voilà un exemple concret de différence. Et puis ensuite, il y a une raison aussi tactique et politique. Si la gauche veut renaître de ses cendres, elle a aussi demain intérêt à retrouver un clivage politique droite-gauche, entre guillemets, classique, pour pouvoir elle-même se reconstruire et exister en tant que telle. Donc, vous voyez, je dis souvent, mais moi, mes députés le disent, on ne regrette pas la gauche au pouvoir, mais enfin, au moins, il y avait une culture politique qu'il n'y a plus avec En Marche. Où l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement, une espèce de grand conseil d'administration d'une entreprise. Il y avait une culture politique, avec des débats d'idées, avec des différences idéologiques. C'est tant mieux pour la démocratie en tant que telle. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'un électeur de gauche, s'il n'est pas au deuxième tour, il aura envie aussi à ne pas revivre 5 ans d'un quinquennat de fracture absolue de la société française. Voilà. Et je pense que là, il y a un enjeu majeur qui dépasse les étiquettes partisanes. Alors, vous dites, Valérie Pécresse, ce ne sera pas la brutalité, ce ne sera pas la fracture sociale, mais il y a quand même 150 000 fonctionnaires qui vont disparaître. Et 50 000 qui vont être créés. Et puis, il y a la réforme des retraites aussi qui va revenir sur le tapis. Alors, sur ces 2 points-là, d'abord, sur les fonctionnaires, on n'est pas du tout dans la logique portée par François Fillon il y a 5 ans. On est dans une logique de dire, on va réduire ce qu'on appelle l'administration administrante. Honnêtement, qu'on ait un peu moins de fonctionnaires dans des agences, la fusion d'Adopi et du SCSA, on a créé des emplois en plus. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a de la réduction à faire dans des agences, dans des fonctions support. Par contre, ce que nous disons, et ça c'est nouveau, c'est que nous voulons plus de fonctionnaires de proximité. Nous voulons plus de policiers, plus d'infirmiers, d'aides-soignants, plus de magistrats, plus de greffiers, plus d'assistants sociaux. Donc plus de profs. Plus de profs, exactement. Et donc ça veut dire plus de fonctionnaires de proximité. C'est ça l'enjeu. Mais la contrepartie de ça, parce qu'on a aussi une dette abyssale, parce qu'on doit aussi pouvoir revaloriser un certain nombre de salaires. Alors, on parlait des profs, il y a un sujet de revalorisation et d'attractivité qui est très important. Parler des cadres de santé, des aides-soignants qui sont dans les EHPAD, je pense que si on n'a pas une revalorisation, c'est pareil, des AESH, les auxiliaires de vie pour les personnes handicapées, si on ne fait pas ces revalorisations-là, on n'arrivera pas. Mais pour cela, il faut accepter que dans la technostructure, on puisse réduire la technostructure. Mais l'objectif politique, il est de réduire la technostructure et de mettre davantage de fonctionnaires de proximité. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième sujet, qui est la question de la réforme des retraites. Là, il faut dire la vérité aux Français. La vérité, et notamment aux retraités, c'est que le statu quo affaiblira et appauvrira les retraités, actuels comme futurs. Et que donc la réforme des retraites, elle n'est pas faite pour emmerder les Français. Elle est faite pour protéger ceux qui sont déjà à la retraite et ceux qui vont arriver à la retraite. Elle est faite pour revaloriser les retraites modestes. Elle est faite pour prendre en compte les carrières hachées, notamment des femmes. Elle est faite pour améliorer plus de justice. Et là où tous les électeurs sont retrouvés, y compris une partie des électeurs de gauche, c'est que nous avons dénoncé avec eux le fait que la réforme proposée par Édouard Philippe était une réforme injuste. Parce que c'était une réforme qui, avec un système par points, créait encore plus d'injustice et d'inégalité. Donc la réforme, oui, mais la réforme juste. Il faudra faire cette réforme des retraites. Donc repousser l'âge repousser l'âge légal, il faut l'assumer. Donc aujourd'hui, vous 63, 64, puis 65 progressivement, mais il faut le faire progressivement
Et il faut que cette contrepartie-là, ça soit la revalorisation des retraites, les coller à l'inflation, réfléchir aussi à la question des complémentaires santé pour les retraités où ça coûte extrêmement cher. C'est ceux qui ont le plus perdu de pouvoir d'achat sur le quinquennat de Macron. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus, mais ça nécessite la réforme des retraites. Alors, je reviens un peu sur Valérie Pécresse. Elle s'est prononcée pour le pass vaccinal. Et au sein de votre groupe, le groupe que vous présidez, au moment du vote, il y a eu un tiers pour, un tiers qui s'est abstenu et un tiers qui a voté contre. Alors, il y a quoi? Il y a du flottement? Elle n'a pas encore imprimé sa marque sur le groupe? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. D'abord, dans la dernière lecture, il y a eu simplement 5 contre dans notre groupe. La deuxième chose, c'est que Valérie Pécresse nous a dit « Ce que je souhaite, c'est qu'on ne s'oppose pas au pass vaccinal ». Elle n'a pas dit qu'on nous demande de voter pour, elle a dit « On ne s'oppose pas ». J'ai 75% du groupe qui ne s'est pas opposé au pass vaccinal, donc qui a suivi la consigne de vote de Valérie Pécresse. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'avant le pass vaccinal, il y avait le pass sanitaire. Dans mon groupe, le pass sanitaire, c'était 6 votes pour, 33 votes contre. Donc, comprenez que c'est compliqué pour des députés qui se sont opposés au pass sanitaire de leur dire maintenant, vous allez voter pour le pass vaccinal. Enfin, on a le droit d'avoir des interrogations sur ce pass vaccinal. Moi-même, qui ai voté pour le pass vaccinal, je me suis battu pour la liberté vaccinale des mineurs. Si ce point-là n'avait pas été dans le texte, certainement, je n'aurais pas voté le pass vaccinal. Pourquoi ? Parce que, pour une raison très simple, c'est que je pense que le rapport bénéfice-risque pour les jeunes de moins de 18 ans, il n'y est pas. Et que donc, on s'est battu. On a obtenu gain de cause. Pas sur les moins de 18 ans, on a obtenu gain de cause sur les moins de 16 ans, c'est vrai. C'est déjà une première avancée, il faudra certainement aller plus loin. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que le pass vaccinal, il nous interroge. Il interroge sur nos libertés publiques. Il interroge sur la question sanitaire. Il interroge aussi sur les jeunes. Voilà. Et puis, n'oublions pas non plus que dans les non-vaccinés, personne n'en parle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les non-vaccinables. Des gens qui, médicalement, ne peuvent pas se faire vacciner. Ceux-là, ils ne peuvent pas être ostracisés de la société française. Donc moi, ce que j'ai regretté pendant tout ce débat politique, c'est qu'on a eu un président de la République qui a voulu fracturer encore davantage. Et les mots qu'il fait, en plein débat sur le pass vaccinal, de dire « je vais emmerder les non-vaccinés ». Je trouve que, voilà, je vois bien pourquoi il le fait électoralement. C'est certainement des gains politiques, voilà, c'était aussi pour nous emmerder, nous, la réalité. C'est certainement pour des gains politiques de court terme, mais je ne pense pas que ce soit un gain politique à long terme. Voilà. Donc moi, j'assume que dans mon groupe, il y ait une liberté de vote. J'assume que dans mon groupe, il y ait des interrogations, des doutes aussi sur la question du pass vaccinal, même si nous sommes pour la protection des Français, même si nous sommes pour le vaccin, on l'a toujours dit en tant que tel. Il faut assumer ce doute-là. Et ceux qui n'ont que des certitudes sur ces questions-là, ils se trompent. Et donc, ces doutes, ces incertitudes se sont exprimés. Mais en aucun cas, c'était un acte de défiance à l'égard de Valérie Pécresse. Bien au contraire, puisque vous avez vu le vote du pass sanitaire et le vote du pass vaccinal, il n'a plus rien à voir. Et le vote en dernière lecture, encore une fois, il y a eu simplement 5 contre. Mais simplement, il faut comprendre que c'est un sujet compliqué qui touche à l'humain de chacun et qui a une sensibilité politique forte. Alors, Valérie Pécresse a reçu le soutien des centristes d'Hervé Morin et de l'UDI de Jean-Christophe Lagarde. Alors, moi, je me souviens d'un tweet resté fameux au mois de novembre de M. Ciotti, qui disait qu'il n'avait pas besoin, dans des termes assez violents d'ailleurs ce tweet, mais qu'il disait qu'il n'avait pas besoin du soutien de Jean-Christophe Lagarde et qu'il ne voulait pas en entendre parler. Bon, interrogé hier ou avant-hier, il a déclaré sur une radio que ce n'était pas M. Lagarde qui ferait la ligne politique de LR. Bon, comment concilier à la fois M. Ciotti et M. Lagarde dans le même regroupement ? Mais ce n'est pas une alliance avec M. Lagarde, c'est une alliance avec l'UDI. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah, c'est le président. Oui, mais l'UDI, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Christophe Lagarde, ce n'est pas que Jean-Christophe Lagarde. L'UDI, ce sont aussi beaucoup d'élus locaux sur le terrain avec qui déjà on travaille ensemble. Moi, j'ai été président du département de l'Ain. Dans ma majorité départementale, j'avais des UDI. Et j'ai refait un accord politique pour regagner les élections départementales et régionales. Dans toutes les régions de France, on a des accords avec les UDI. Dans toutes les circonscriptions de France, on a aussi un accord avec l'UDI. Donc, c'est logique, normal et légitime que Valérie Pécresse, comme d'ailleurs avec les centristes d'Hervé Morin, elle ait un accord et en tout cas un soutien politique de l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, dans lequel il y a des militants, dans lequel il y a des élus locaux, dans lequel il y a un certain nombre de convictions qui nous rejoignent. Donc, voilà, ce n'est pas une alliance avec un homme, c'est une alliance avec un mouvement politique et c'est une alliance qui vise tout simplement à rassembler. Mais ensuite, et là je rejoins Éric Ciotti,
on ne va pas se renier. La ligne politique, elle est déterminée par la candidate. C'est la candidate qui est la patronne de l'équipe de France. C'est elle qui détermine sa ligne politique, c'est elle qui construit les idées, c'est elle qui fait des arbitrages politiques. Voilà, donc la candidate, c'est Valérie Pécresse. Ce qui est amusant, c'est M. Lagarde qui nous l'a fait remarquer. Récemment, Valérie Pécresse a déclaré « Nous voulons une France forte dans une Europe puissante ». Et il se trouve que c'est le slogan de Jean-Christophe Lagarde aux élections européennes de 2019. Vous voyez, comme quoi c'est possible. Et comme quoi, ce n'est pas une alliance contre nature. Voilà, on peut avoir, oui, moi je crois, une France forte dans une Europe puissante. Mais la France forte, c'était aussi le slogan de Nicolas Sarkozy. Et voilà, je pense que ce que nous ne voulons pas, c'est brader la France dans un grand ensemble européen. Ce que nous ne voulons pas, c'est simplement le drapeau européen devant l'Arc de Triomphe. Ce que nous ne voulons pas, c'est créer une espèce de fédéralisme européen qui nuirait et casserait et briserait les États-nations en tant que tels. C'est ça. Nous ne voulons pas brader la souveraineté nationale au nom d'une souveraineté supra-européenne. C'est ça que nous ne voulons pas. Après, il faut être clair. L'Europe, ça doit être quoi? Ça doit être chasser en maître sur des sujets sur lesquels on doit faire face aux États-Unis, à la Chine et aux puissances émergentes. C'est ça l'enjeu. Moi, j'ai besoin d'Europe pour avoir une politique énergétique commune et pour assurer un prix de l'électricité qui soit correct pour tous les Européens. On a besoin d'Europe pour construire, par exemple, pour faire face aux flux migratoires. On a besoin d'Europe pour construire des politiques économiques qui nous permettent de faire face à des crises financières ou des crises de la dette ou des crises sanitaires comme on a connues. On a besoin d'Europe pour, par exemple, peser, avoir une indépendance sur les politiques de médicaments, pour retrouver une souveraineté et pas dépendre de la Chine, par exemple, pour importer des masques. C'est ça l'Europe, c'est l'Europe au concret. C'est pas une Europe de la souveraineté où on abandonnerait tout. Et donc ça, c'est notre vision à nous de la France et de l'Europe. Alors, on a le sentiment quand même que sur l'Europe, ce qui vous préoccupe d'abord, c'est la question des frontières et du contrôle de ces frontières. Bien sûr, mais c'est un enjeu. Moi, je pense... Vous savez, je me suis engagé en politique par l'Europe. J'ai été député européen, qui a été mon premier mandat, et l'image qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est la chute du mur de Berlin, j'avais 9 ans. Et ce jour-là, j'ai compris les dangers et les risques qu'engendrait une mésentente entre les pays en Europe. Et que cette chute du mur de Berlin, c'était le symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, mais pas simplement l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, avec tout simplement l'Europe de l'Est. Et donc ça, il faut qu'on l'ait toujours en tête. C'est que l'Europe doit être un espace de paix et de liberté et qu'il ne faut pas renier ce moment-là. Maintenant, voilà, à nous de le construire. Je ne veux pas que la plus belle idée du siècle dernier devienne un boulet au pied pour le siècle futur. Donc, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à transformer, bien entendu. Mais je ne veux pas qu'on fasse porter à l'Europe tous les maux français. La vérité, c'est que si la France, aujourd'hui, est un des pays les plus endettés, ce n'est pas à cause de l'Europe. Si elle a un déficit de la balance commerciale extrêmement important, bien plus fort que les autres pays, alors que l'Allemagne elle-même est excédentaire, ce n'est pas la faute de l'Europe. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ce n'est pas la faute de l'Europe. Donc moi, je n'aurai pas le bouc émissaire européen facile. Maintenant, à nous de montrer que l'Europe, elle doit être repensée, elle doit peser différemment. On le voit là sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, la difficulté qu'elle a à peser sur le plan diplomatique, sur les relations internationales. Donc il y a des choses à faire. Ce que je regrette aussi, c'est que cette présidence française de l'Union européenne, elle va être instrumentalisée en fait politiquement. Elle ne devrait pas avoir lieu en pleine campagne présidentielle. On aurait pu, et ça, le président de la République pour le c'est peut-être Valérie Pécresse qui va terminer le mandat d'Emmanuel Macron. Mais c'est même une certitude. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que malgré tout, on aurait aimé avoir une présidence française de 6 mois dans laquelle on peut s'engager des chantiers et autres. Et notamment la question des frontières, et notamment la question des flux migratoires, qui est un sujet. Pourquoi? Parce que si l'Europe ne répond pas à cette question des frontières, des flux migratoires, l'Europe, elle se fracassera. Et elle mourra là-dessus. Et moi, je n'ai pas envie que l'Europe, elle se fracasse et elle meure sur ce sujet-là. On évoquait tout à l'heure le regroupement, ou enfin l'alliance, ou le soutien des centristes. Et puis, de l'autre côté, on a M. Wauquiez. Valérie Pécresse s'est rendue au Puy-en-Velay, et ça a été la grande réconciliation. Alors, il faut rappeler quand même qu'en 2019, après les européennes, Valérie Pécresse s'en va de LR en critiquant violemment M. Wauquiez, qui aurait cadenassé le parti. Et là, c'était au Puy-en-Velay, c'était un peu embrassons-nous, Folleville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé, M. Wauquiez Non, mais il s'est passé que d'abord, tout le monde a compris que sans une dynamique d'union, la droite n'avait pas d'avenir. Et tout le monde a compris qu'un destin personnel seul et isolé n'était plus possible à droite.
et que seul le collectif pouvait désormais nous faire gagner, et que c'est la force du collectif qui nous permettra de gagner. Et que donc, c'est très important que Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse soient ensemble. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui a été président de notre mouvement, qui est président de la 2e région de France, qui fait un travail remarquable dans cette région. Je suis bien placé pour le savoir, puisque moi-même, j'y habite et j'y vis au quotidien. C'est quelqu'un qui est courageux, qui a des convictions fortes. Et donc, c'était très important, ce symbole, ce serment du puits autour de Laurent Wauquiez montre que tout le monde est à bord. Et c'est ça qui est important. Tout le monde est à bord. Et en plus, ce jour-là, elle a prononcé un discours très fort sur la question de l'éducation et sur l'avenir de l'école en France. Voilà, donc c'était un déplacement symbolique qui montrait l'unité et montrait que Laurent Wauquiez, il est dans notre famille politique, il fait partie, voilà, il a des convictions et c'est quelqu'un qui compte, qui est important, qui doit être écouté, entendu, respecté. Donc, moi, voilà, c'est tant mieux parce que, vous savez, la droite, et pas que la droite, tout le monde en a ras-le-bol de ces divisions, de ces bisbilles internes, de ces tambouilles politiciennes qui dégoûtent tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a compris, Laurent Wauquiez, mais aussi tous celles et tous ceux qui ont perdu les mousquetaires, comme on dit dans la primaire. Tout le monde est derrière Valérie Pécresse. Oui, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier. Ils ont tous été, d'ailleurs, je veux le dire, Éric Ciotti, d'une grande dignité. On va parler calendrier. Le grand meeting de Valérie Pécresse à Paris, c'est le 13 février. Elle doit annoncer son programme, dévoiler son programme à cette occasion. C'est pas un peu tard, le 13 février ? Les Français ne sont pas rentrés encore dans cette élection présidentielle. Et la cristallisation, elle va se faire tardivement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait un président candidat qui devienne vraiment candidat pour que tout le monde soit sur une ligne d'égalité. Donc, je pense que ce n'est pas trop tard. Et puis, vous avez vu comme moi, c'est la veille de la Saint-Valentin, donc c'est un bon moment pour faire une belle déclaration d'amour à tous les Français. Oui, alors il paraît que le triptyque sur lequel elle va s'appuyer, c'est l'ordre, la concorde et la liberté. Confirmé, c'est ça ? Oui, c'est éduquer, protéger, soigner. Et c'est important. Pourquoi l'ordre, la concorde, la liberté ? Parce que l'ordre, c'est l'autorité. Sans l'ordre, sans l'autorité, il n'y a pas de réforme possible, il n'y a pas de transformation possible de la société française. Donc, c'est la première porte d'entrée, il faut être intransigeant. C'est tout le programme que nous assumerons complètement sur la réforme de la justice, notamment sur la réforme pénale, sur les policiers, surtout la question de l'autorité. La liberté, on en a parlé un peu tout à l'heure sur la question du pass vaccinal. Je pense qu'il faut à nouveau que souffle un vent des libertés en France. Notamment dès que la crise sanitaire sera derrière nous. Ces libertés, vous savez, elles ont été beaucoup tronquées, beaucoup abîmées quand même pendant cette crise sanitaire. Alors, c'était malheureusement parfois nécessaire, mais c'est quand même ça la réalité. Et je me mets aujourd'hui à la place d'un jeune qui a 20 ans. C'est pas facile d'avoir 20 ans en 2022 et d'avoir beaucoup de privations de liberté. Voilà. Donc, il faut qu'on retrouve ce chemin-là. Et puis, la liberté, c'est pas que la liberté personnelle, c'est la liberté économique, c'est la liberté politique, c'est la liberté syndicale. Enfin, je pense qu'il y a un champ. Et la droite a toujours été le parti des libertés. Donc, il faut incarner cela. Et puis, enfin, la concorde, c'est la réconciliation nationale. C'est la France aussi du respect. On a le droit d'avoir des idées différentes, mais on se doit de se respecter les uns les autres, d'être capable d'être transcendés sur des grands sujets qui doivent nous rassembler et d'être réconciliés. Voilà. Et donc ça, c'est la concorde nationale. Enfin, pour l'instant, on a l'impression que c'est le côté régalien qui a pris le pas. Donc, on a eu l'épisode sur ressortir. Valérie Pécresse a dit qu'elle allait ressortir le Karcher de la cave, le Karcher de Nicolas Sarkozy dans les quartiers populaires. Elle aime à répéter qu'elle est aux 2/3 Angela Merkel et 1/3 Margaret Thatcher. C'est quand même pas Margaret Thatcher, c'est quand même pas un exemple d'ouverture de dialogue et d'absence de brutalité et de douceur, on va dire. Et puis alors, donc ça, c'est un côté de la Valérie Pécresse. Et puis, il y a la Valérie Pécresse, je dirais, MeToo, qui, lorsqu'il y a la fameuse émission avec Jean-Jacques Bourdin, l'apostrophe sur les accusations d'agression sexuelle qui ont été donc faites à son encontre. Elle est où, Valérie Pécresse, entre les deux ? C'est plus Thatcher, c'est MeToo, c'est Sarkozy. On s'y perd un peu, quoi. Mais Valérie Pécresse, c'est Valérie Pécresse. Et il faut qu'elle soit elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit dans la modernité politique. Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui veut faire de l'éducation une priorité politique de son mandat, qui veut porter les questions d'environnement à droite, qui veut mettre la jeunesse au centre du débat présidentiel français, qui veut apporter de nouvelles solidarités. Donc c'est cette modernité politique. Quand elle dit « je suis 2/3 Angela Merkel », déjà, c'est 2/3 Angela Merkel. C'est aussi, il ne faut pas oublier qu'Angela Merkel, comme d'ailleurs Margaret Thatcher, sont aussi été des femmes protectrices de la nation. Ce qu'elle veut, Valérie Pécresse, c'est qu'elle doit être aussi cette mère nourricière, cette femme protectrice de la nation France. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'elle doit protéger les Français, protéger son peuple.
Margaret Thatcher n'allait pas dire ça aux Irlandais. Non, mais Angela Merkel, honnêtement, on aime ou on n'aime pas le style, mais il faut reconnaître quand même la sobriété, l'humilité et la capacité aussi à défendre son peuple et l'intérêt allemand quand c'était nécessaire. D'ailleurs, souvent, on l'a dit, en Europe, ce sont les Allemands qui dominent, etc. C'était Angela Merkel qui était en responsabilité. Donc, elle doit incarner cette autorité-là. Mais après, moi, ce que je ressens pour côtoyer de près Valérie Pécresse, c'est que je sens en elle une profonde humanité. Je sens en elle une profonde volonté de réconcilier les Français, de ne pas les fracturer davantage. Je sens une modernité aussi politique en elle. C'est la ligne politique qui a gagné la primaire, qui a gagné la présidence de la région et qui demain gagnera la présidence à l'Élysée. Alors, elle a dénoncé là récemment, dans la personne d'Emmanuel Macron, un président solitaire, un président Jupiter, assurant qu'elle ne serait pas ce président Jupiter. Mais comment faire avec des institutions de la Ve République ? Mais elle a raison. Le côté quand même vertical, oui, et c'est un pouvoir présidentiel. D'accord, mais la verticalité n'empêche pas la force du collectif. La réalité, c'est qu'on peut aussi avoir un Premier ministre qui soit un véritable Premier ministre. C'est un Premier ministre qui soit le chef... Pas un collaborateur. Qui soit le chef du gouvernement, qui conduit la politique de la nation. On peut avoir une majorité parlementaire qui ne soit pas une majorité, j'ai envie de dire, qui est au garde à vous. Mais on peut avoir aussi des débats politiques, et ça, c'est normal. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est construire une équipe de France. Oui, d'ailleurs, c'est la grande différence entre Valérie Pécresse et les autres candidats. Emmanuel Macron, il est seul. Marine Le Pen, elle est seule. Éric Zemmour, il est seul. Ils sont tous seuls. Valérie Pécresse, elle n'est pas seule. Elle est devant. C'est pas pareil. Elle est devant, mais derrière elle, il y a une équipe de France. Et la meilleure manière de corriger cette inaction de la puissance publique, c'est d'être ensemble et d'avoir ce collectif ensemble et de ne pas être esselé. Et ça, je pense que c'est fini. On n'est pas au sortir de la Seconde Guerre mondiale où on allait reconstruire la Ve République avec un grand plan de planification en France. C'est plus ça. Aujourd'hui, dans un monde complexe, multilatéral, dans lequel les décisions sont difficiles à prendre, et donc il faut un collectif autour. Et ce collectif, aujourd'hui, nous l'avons. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée et c'est une vraie différence avec les autres candidats. Alors, dernière question qui vous intéresse au premier chef. Après la présidentielle, il y a les législatives. Et pour la première fois, entre la présidentielle et les législatives, il y a 2 mois. 2 mois de campagne au cours desquels il peut tout se passer. C'est-à-dire que la dynamique présidentielle, elle va jouer dans une moindre mesure. Il peut y avoir un ressaisissement à gauche, à l'extrême droite. Donc, comment vous abordez ces élections ? Parce que vous-même, vous serez un nouveau candidat dans l'un. Et c'est tant mieux. Parce que, effectivement, c'est nouveau depuis quelques quinquennats, mais avant, il n'y avait pas cette concordance-là. Pourquoi c'est tant mieux ? Parce que les Français qui ont choisi Emmanuel Macron, ils ont été beaucoup déçus par les députés En Marche. On leur avait promis un dépassement du clivage droite-gauche. On a eu un parti qui s'est transformé en forme de mini-secte entre eux, totalement homogénéisé, dans lequel il fallait voter comme un seul homme. Ce n'est pas du tout ce qu'Emmanuel Macron leur a vendu dans la campagne électorale et présidentielle. C'est pire que l'ancien système. C'est encore plus avec des œillères et c'est encore plus verrouillé qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'ont compris les Français ? Ils ont compris que l'élection législative, c'était envoyer des députés qui ont des convictions. Des députés qui ne seront pas marchés dessus, des députés qui défendront, vous voyez, tout à l'heure on a parlé du pass vaccinal, ils savent que dans notre groupe politique, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y a un équilibre des choses, et que nous, on ne va pas voter comme un seul homme sur ces sujets-là, bêtement. On va réfléchir, on va se poser des questions, on va avoir des doutes. Voilà, c'est ça un député, le rôle d'un député, c'est de sentir le pouls de son territoire, le pouls de la nation également. Donc moi, je trouve que c'est tant mieux qu'on ait 2 mois. Parce qu'au moins, on va pouvoir avoir une élection législative qui ne soit pas une élection bradée, qui ne soit pas simplement le 3e tour de l'élection présidentielle. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? Beaucoup regardaient en disant oui, Emmanuel Macron a gagné, on va lui donner une majorité, on ne connaît pas le député pour qui on va voter, mais on va voter pour lui. Et vous avez vu maintenant le résultat. Je pense qu'aujourd'hui, les électeurs et les électrices qui vont venir... Il paraît Emmanuel Macron a fait savoir qu'une quarantaine de députés ne seraient pas reconduits de la République En Marche. Vous verrez que ça sera plus. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que les Français eux-mêmes, ils ont compris que ça ne fonctionnait pas. Qu'on ne pouvait pas avoir une majorité croupion et un Parlement au garde à vous. L'équilibre des institutions, c'est un Parlement fort. On a un exécutif fort, il nous faut un Parlement fort. Ça existe dans d'autres démocraties modernes. Il n'y a qu'en France où on peut piétiner le Parlement comme ça, matin, midi et soir. Donc, je pense que les choses vont changer et que l'apport personnel du député va compter. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement voter une étiquette politique. On ne va pas simplement voter parce que le président de la République, c'est lui, donc on va donner une majorité en tant que tel. Non.
il va y avoir aussi une approche personnelle. Et c'est tant mieux, parce qu'est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'Assemblée nationale représente la diversité politique en France? Non. Non. Et moi, pourtant, je combats les idées. Il faudrait la proportionnelle, à votre avis? Mais c'est un débat qui devait finalement s'ouvrir, qui ne s'est jamais ouvert. Donc voilà, aujourd'hui, on aura le même scrutin. Mais au-delà... Mais est-ce que Valérie Pécresse songe à... Non, ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour, parce que la vérité, c'est qu'il faut faire des réformes constitutionnelles, il faut transformer tout ça, et c'est compliqué. Mais au-delà... Et ce n'est pas le mode de scrutin. Il y a un sujet sur la diversité politique. C'est les Français qui doivent s'en saisir. Voilà, aujourd'hui, est-ce que... moi, je vous le dis, pourtant je le combats, mais est-ce que c'est normal que le Rassemblement national n'ait pas de groupe à l'Assemblée nationale, alors qu'on a un groupe Liberté et Territoire, j'ai rien contre eux. Oui, mais c'est le scrutin majoritaire qui veut ça. Oui, mais certainement, mais pas que. C'est aussi la concordance de calendrier entre la présidentielle et la législative et l'automaticité du vote après une élection présidentielle. Moi, j'ai envie de dire, au-delà du mode de scrutin, c'est les Français qui ont leur destin en main. S'ils veulent que l'Assemblée nationale leur ressemble, eh bien, alors ils votent pour des femmes et des hommes qui sont engagés, qui ont des convictions, et ils ne regardent pas simplement l'étiquette politique. Ils regardent celles et ceux qui vont compter et qui ne seront pas simplement des députés, je dirais, qui ne comptent pas dans l'hémicycle. Et donc, on peut avoir une belle élection législative comme cela, et on peut, j'espère en tout cas, avoir une Assemblée nationale qui représente mieux la diversité politique. Mais c'est vrai à droite comme à gauche. Chez Mélenchon fait un score important quand même à l'élection présidentielle précédente. Il a réussi difficilement à avoir un groupe politique. Donc, moi, ce que je souhaite à l'Assemblée, c'est qu'on retrouve la diversité politique. Et ce que je souhaite, c'est que les groupes politiques, ça ne soit pas des organisations techniques au service d'ambitions individuelles, mais que ça soit vraiment des groupes politiques qui ont des fonctions politiques et qui fassent de la politique. À l'Assemblée nationale, on doit faire de la politique au sens noble du terme. Voilà. Moi, j'étais toujours frappé quand j'ai des députés En Marche qui nous expliquaient ce sont les amendements, ça ne sert à rien, vous mettez toujours les mêmes, vous répétez 10 fois la même chose. Mais non, mais c'est le débat politique. Si on considère que l'amendement, il n'a pas de sens, si on considère que le débat d'idées, il n'a pas de sens, que le débat parlementaire, ça ne sert à rien, alors ce n'est pas la peine d'être député. La vérité, c'est que ça doit être le lieu de débat. Parce que quand le débat, il ne se fait pas à l'Assemblée nationale, il se fait dans la rue. Il se fait souvent au détriment des Français. Damien Abad, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.